Ok, donc on va commencer. Donc, on va commencer donc un nouveau module donc, qui concerne les structures de données en langage C. Donc, c'est un module dans lequel, bien sûr, on va traiter des structures de données qui sont un peu compliquées par rapport aux structures que vous avez vues, donc les tableaux. Donc, ce sont des structures de données, mais qui sont des structures très simples. Donc, dans ce module, donc, on va traiter des structures qui sont un peu difficiles par rapport, bien sûr, à ce que vous avez vu dans l'algorithmique programmation 1. Et maintenant, vous avez commencé, bien sûr, l'algorithmique programmation 2. Donc, concernant le premier chapitre, donc c'est un chapitre introductif. C'est un rappel. Donc, malheureusement, le module de structure de données en C commence en parallèle avec l'algorithmique programmation 2. On a bien sûr des concepts qui sont bien sûr programmés dans le module programmation, algorithmique programmation 2 qui sont très nécessaires pour faire les structures de données. Donc, il faut savoir beaucoup de concepts pour pouvoir bien sûr traiter pour faire les structures de données en langage C. Donc, pour cela, j'ai préparé donc, ce chapitre comme un rappel pour vous initier, pour vous donner bien sûr les concepts clés pour faire les structures de données en langage C. S'il vous plaît, gardez le silence. S'il vous plaît. Et donc, concernant le plan de ce premier chapitre, donc on va traiter la programmation modulaire, donc langage C. La programmation modulaire, c'est la programmation avec fonction langage C. Donc, on va essayer bien sûr de faire, bien sûr, de définir, d'introduire la notion des fonctions. Et après, bien sûr, si on parle des fonctions, donc automatiquement, on parle de transmission de paramètres et des variables, bien sûr, et transmission de paramètres. Donc, on va voir, bien sûr, les types de transmission, donc par valeur, par adresse, etc. Donc, pourquoi les fonctions pour les structures de données? Tout simplement parce que si on veut faire des opérations sur les structures de données, donc on va faire bien sûr plusieurs opérations. Donc, on va réaliser, donc chaque tâche ou chaque opération réalisée sur les structures de données, on va écrire une fonction qui fait, bien sûr, qui règle cette tâche. Une fonction qui réalise une tâche, par exemple, je ne sais pas, donc supprimer un élément ou modifier un élément, etc. Donc, pour faciliter, bien sûr, le traitement des structures de données, donc on va essayer de créer des fonctions. Donc après, on va parler d'une notion qui est très importante, c'est la récursivité. Donc, les fonctions, la plupart des fonctions donc, qui sont employées dans les structures de données, ce sont des fonctions récursives, donc pour pouvoir bien sûr faire des opérations sur bien sûr les structures de données. Donc, on va faire une petite introduction à la récursivité. Donc, je pense que vous avez déjà vu la notion avec votre prof de programmation algorithmique. Et après, donc, on va essayer de vous présenter, bien sûr, les types de récursivité. Donc, on a plusieurs types. Donc, ça dépend, bien sûr, de la forme de l'appel, bien sûr, de la fonction. Et après, donc, on va traiter les structures et allocations dynamiques de la mémoire. Donc, on va essayer de vous présenter comment déclarer des structures de données. Donc, ce sont des structures qui contiennent plusieurs types. Vous connaissez, par exemple, les tableaux. C'est une structure, bien sûr, mais
ils nous permettent seulement de stocker et de traiter un seul type des variables. Par contre, ici, les structures de données, on peut bien sûr employer plusieurs types. On va voir comment déclarer donc, les structures de données. Après, et bien sûr, donc, une notion qui est très importante, c'est l'allocation dynamique de la mémoire. Donc, concernant les structures de données, ce sont des structures qui sont dynamiques. Donc, toujours, il faut bien sûr allouer de la mémoire d'une façon dynamique. Donc, allouer pour les éléments de la structure, pour la structure, etc. On va essayer de voir bien sûr quelles sont les fonctions et nous permettre bien sûr cette allocation dynamique de la mémoire. S'il vous plaît, gardez du silence, s'il vous plaît. Donc après, on va traiter des concepts qui sont très importants. S'il vous plaît, gardez du silence, s'il vous plaît. Donc après, on va traiter bien sûr des notions qui sont très importantes pour les structures de données. Donc on va parler un petit peu des algorithmes de tri et de recherche. Donc on peut bien sûr rechercher un élément dans une structure de données, donc pour faire bien sûr des modifications, pour le supprimer, donc je ne sais pas. Donc on va voir bien sûr, Inch'Allah, les différentes opérations qu'on va réaliser sur les structures de données. Et on peut explorer aussi les algorithmes de trait, on peut trier bien sûr les éléments d'une structure de données, etc. Et une notion qui est très importante, on va le voir par la suite, c'est la gestion des fichiers, donc, qui est très importante. Et donc, il est utilisé pour soit pour récupérer des données qui sont très importantes pour les structures de données, soit bien sûr d'enregistrer. Donc, à la fin, je fais des opérations pour les structures de données. Et je peux bien sûr enregistrer les différentes opérations sur bien sûr ces fichiers. S'il vous plaît, désactivez les micros. S'il vous plaît, pour garder le silence, parce qu'il y a beaucoup de bruit. S'il vous plaît. OK, donc, avant d'entamer bien sûr le premier chapitre, donc je vais essayer de vous parler donc grosso modo sur les objectifs attendus du module. Donc à la fin, Inch'Allah, vous serez capable de maîtriser les structures de données de base et les algorithmes qui les manipulent et d'apprendre à concevoir des structures de données pour offrir une meilleure résolution d'un problème donné, donc n'importe quel problème qui, bien sûr, nécessite des structures de données. Donc, vous serez, Inch'Allah, capable de maîtriser, de concevoir, bien sûr, des programmes qui exploitent, bien sûr, les structures de données pour des problèmes qui sont, bien sûr, déjà posés. Donc, concernant les prérequis, donc, on a deux modules qui sont très importants. Il faut les savoir avant, bien sûr, d'étudier les structures de données. Donc, on a l'algorithmique et programmation 1 et algorithmique et programmation 2. Donc, malheureusement, algorithmique et programmation 2, il vient de commencer, donc en parallèle avec les structures de données. Donc, pour cela, j'ai essayé de vous présenter, de vous préparer ce premier chapitre pour vous bien sûr, donner les concepts clés pour faire, bien sûr, les structures de données. Donc, concernant les cours, donc chaque cours sera en partie de l'algorithmique des structures de données. Donc, on va essayer de présenter les différents algorithmes pour faire, bien sûr, les opérations sur les structures de données. Et après, donc, on va vous donner, bien sûr, le code pour le faire, bien sûr, sur le langage Java. Donc, concernant les TD, donc, on va traiter bien sûr les bases des structures de données. On va traiter bien sûr des exemples fondamentaux. Donc, une remarque qui est très importante pour les TD. Donc, je vais bien sûr vous donner des TD, donc les séries. On va faire des solutions, mais il faut que les étudiants préparent bien sûr les TD avant d'arriver bien sûr à la séance de TD. C'est très important.
donc pour faciliter bien sûr les tâches, et donc tout, donc soit on finit bien sûr les TD ou non, donc il faut que l'étudiant bien sûr doit être connu, donc tous les TD. Concernant les TP, donc Inch'Allah, on verra par la suite, donc après Inch'Allah, la fin des cours des TD. Donc, tout simplement, ce sont des implémentations des structures qu'on va voir, bien sûr, dans tout le cours. Et les TP, bien sûr, sont à finir et à rendre. C'est bon. Donc, ça, grosso modo, donc, les objectifs et plus donc, de ce module. Donc, concernant le contenu du module, donc, on a 4 chapitres. Premier chapitre, donc, c'est un rappel. Donc, on va voir les fonctions, la récursivité, l'allocation dynamique de la mémoire, les algorithmes de tri et de recherche, les structures et la gestion des fichiers. Concernant le deuxième chapitre, donc ici, on va traiter les listes. Donc, on va traiter les listes chaînées. Donc, on va voir deux types. Donc, il y en a beaucoup, mais dans votre programme, il est programmé, bien sûr, deux types de listes chaînées. Donc, les listes simplement chaînées et les listes doublement chaînées. Et le troisième chapitre, on va traiter les piles et les fils. Ce sont des cas particuliers, bien sûr, des listes chaînées. Et le chapitre 4, donc, il est dédié pour les arbres binaires. Donc, on va essayer de voir, bien sûr, c'est quoi un arbre binaire, définition, etc. Et après, donc, on va essayer de voir comment représenter un arbre binaire. Et après, donc, on va faire, bien sûr, on va vous présenter toutes les opérations réalisées sur les arbres binaires et comment on va faire le parcours des arbres binaires, donc c'est-à-dire comment on va parcourir tous les éléments d'un arbre binaire pour les afficher. Par exemple, on a bien sûr trois types de parcours infixé, postfixé et préfixé. On va les voir, Inch'Allah, dans ce chapitre. Et après, donc, on va traiter des arbres qui sont très importants, ce qu'on appelle les arbres binaires de recherche. Donc ça, grosso modo, ce qu'on va voir dans ce module. OK? Donc maintenant, on va essayer de commencer notre chapitre, donc, le chapitre qui est programmé pour aujourd'hui. Donc, donc, on va commencer par la programmation modulaire en langage C. OK, donc, vous connaissez, c'est un programme qui contient plusieurs lignes de code, il devient difficile à comprendre. Donc, quelle est la solution? La solution est d'utiliser ce qu'on appelle la programmation modulaire. C'est-à-dire, ici, on a par exemple un problème qui est compliqué, donc on va essayer de le séparer donc en plusieurs, de le découper en plusieurs problèmes, sous-problèmes. Donc, on va essayer de résoudre chaque sous-problème séparément. Donc, et après, bien sûr, on peut trouver bien sûr la solution. On peut bien sûr rassembler toutes les solutions des sous-problèmes pour trouver la solution au problème global. Donc, c'est la même chose ici. Donc, on a par exemple un programme qui est très difficile. Donc, il faut bien sûr, c'est mieux bien sûr d'écrire plusieurs types ce programme. Et après, bien sûr, on a un programme principal qui peut rassembler, bien sûr, tous les sous-programmes. Et bien sûr, pour chaque sous-programme, donc le programme principal fait appel à des sous-programmes. Et un sous-programme peut eux-mêmes faire, bien sûr, appel à des sous-programmes. C'est-à-dire, il a besoin des services offerts par les autres sous-programmes pour réaliser une tâche particulière. Pour chaque tâche, pour chaque opération, on peut écrire bien sûr un sous-programme. C'est bon. Donc, concernant le langage C, la programmation modulaire, la notion de modulation, donc, elle est sous forme des fonctions. Donc, on utilise ici les fonctions pour réaliser bien sûr la programmation. Oui. Monsieur, oui. S'il vous plaît, on vous entend mal. OK, donc je ne sais pas, est-ce que la connexion, je ne sais pas. Maintenant? C'est bon, c'est bon. C'est bon maintenant? Oui, monsieur. OK, donc j'ai dit que la programmation modulaire en langage C s'effectue avec les fonctions. Donc, pour chaque sous-programme, on va écrire une fonction. Et après, on a bien sûr le programme principal.
Donc, une fonction qui est très importante et qui est obligatoire, c'est le programme principal. Bien sûr, c'est la fonction mère. Donc, la même dans notre programme pour pouvoir, bien sûr, exécuter les différentes fonctions dans notre bien sûr, dans notre programme. Donc, la fonction principale peut appeler une ou plusieurs fonctions secondaires, donc les différentes fonctions présentes dans notre programme. Et chaque fonction secondaire peut appeler, bien sûr, les autres fonctions secondaires ou s'appelle elle-même. Donc, s'appelle elle-même, vous connaissez ce concept avec, ce concept avec monsieur, donc, votre prof de programmation. Donc, c'est une fonction qui est récursive, qui appelle à elle-même. Soit il a besoin des services offerts par les autres fonctions, soit il a besoin il va répéter bien sûr les traitements, le même traitement, c'est-à-dire il fait appel à elle-même. Donc ça c'est en général donc la notion de programmation modulaire en langage C. C'est bon? C'est bon la notion? Oui? OK. Oui. Concernant la programmation modulaire, donc il ne faut pas pour parler bien sûr de la programmation modulaire en langage C, donc il faut parler de deux choses qui sont très importantes, c'est les arguments formels et les arguments effectifs. Donc les arguments formels, ce sont des arguments qui figurent bien sûr dans l'entête de la fonction et sont utiles pour décrire ce qu'il doit faire la fonction. Donc ce sont des arguments pour définir bien sûr le comportement, pour définir bien sûr, pour décrire ce qu'il doit faire. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, gardez le silence, s'il vous plaît. Sinon, je vais couper. Il y a des étudiants qui font des bêtises. Alors, je note les noms. Moi, je suis responsable de la section. C'est bon, ok. Oui, oui. Il y a des étudiants qui font des bêtises. Ils font pour cacher leur. Alors, ça perturbe la séance. Ça, ce n'est pas bon. Donc, je continue. Oui, monsieur. OK. Donc, on a deux types d'arguments, les arguments formels et effectifs. Donc, les arguments formels sont utilisés pour décrire le comportement des fonctions et les arguments effectifs, ils sont utilisés lors de l'utilisation, lors de l'appel de la fonction, donc dans le programme principal ou dans les autres fonctions. Donc, on a besoin bien sûr du service offert par ces fonctions. Donc, une notion qui est très importante, c'est l'instruction retourne. Donc, vous connaissez ça déjà donc avec votre prof de programmation. Donc, l'instruction retourne, il nous permet bien sûr de retourner la valeur de la fonction, donc le résultat attendu par la fonction, la sortie immédiate bien sûr de notre fonction. Donc, concernant cette instruction, bien sûr, on a plusieurs règles générales concernant l'instruction retourne. Donc, il peut mentionner n'importe quelle expression. Donc, on peut retourner, bien sûr, une expression dans laquelle on peut voir, bien sûr, des expressions donc mathématiques, etc., retournées par l'instruction retourne. Donc, l'instruction retourne peut apparaître à plusieurs reprises dans une fonction. Donc, vous connaissez, par exemple, si on veut faire, par exemple, la fonction. Par exemple, je vous donne ici un exemple. Je vous donne par exemple, si je veux par exemple définir s'il vous plaît, donc ici, je veux définir par exemple la fonction max, int max. Ici, par exemple, int x, virgule, int y. Donc, concernant cette fonction, donc, il est défini comme ça. Donc, if x supérieur à y, donc on va retourner. Donc, on va retourner, on va retourner x. Donc, ça, c'est le maximum. Else, on va retourner, bien sûr, on retourne y.
Vous voyez ici, donc, l'instruction return apparaît donc plusieurs fois dans la fonction. Donc, ça dépend bien sûr des conditions qu'on va faire dans notre fonction. Ça dépend des tests. Ça dépend de plusieurs choses qu'on réalise dans notre fonction. OK, donc on revient à notre, bien sûr, notre cours. Donc, concernant bien sûr l'instruction return, c'est bien sûr le type de l'expression, donc bien sûr n'est pas le même de la fonction, donc bien sûr le compilateur mettra automatiquement en place des instructions de conversion pour pouvoir bien sûr afficher le résultat attendu. C'est bon, donc ici on a, donc on va voir bien sûr comment définir une fonction et comment la déclarer. Donc, bien sûr, il faut la déclarer pour l'utiliser. Donc, concernant la définition d'une fonction, il est défini donc, comme suit. Donc, la syntaxe générale est la suivante. Donc, je mets ici le type de retour. Donc, la valeur, donc ça représente bien sûr la valeur retournée par la fonction. Donc, je mets après bien sûr le nom de la fonction. Et après, bien sûr, je mets les paramètres de la fonction. Donc, type 1, l'argument 1 ou le paramètre 1, etc. La type n et l'argument n. Donc, après, donc, bien sûr, donc, la fonction elle est définie entre deux accolades, l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Oui. S'il vous plaît, on n'entend rien. Je ne sais pas donc, quel est le problème. Probablement problème de connexion. Donc, concernant la définition de fonction, et maintenant, Monsieur, depuis le début, je ne comprends rien. OK, donc concernant la définition d'une fonction, donc elle est définie selon la syntaxe suivante. Donc ici, je mets le type de retour de la fonction, après le nom de la fonction et entre parenthèses, je mets bien sûr les arguments. Donc, chaque argument, bien sûr, il a un type. Donc, type 1, argument 1, type, jusqu'à type n, par exemple. Donc, on peut bien sûr créer des fonctions avec plusieurs arguments. Donc, concernant la fonction, il est défini, bien sûr, le corps de la fonction il est défini entre les deux accolades, l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Donc, entre les deux accolades, on va déclarer les fonctions, les variables qui sont des variables locales, qui sont locales à la fonction, c'est-à-dire on peut l'utiliser seulement au sein de la fonction. Donc, on verra par la suite c'est quoi les variables locales. Et après, je mets la liste d'instructions, donc les différents traitements qu'on va bien sûr faire dans la fonction. Et à la fin, donc il faut que notre fonction, bien sûr, retourne une valeur. Il faut que notre fonction retourne une valeur. Donc, je mets ici, retourne une valeur de retour. Donc, cette syntaxe, il nous permet bien sûr de définir 4 types de fonctions. Donc, on peut trouver bien sûr une fonction qui a une valeur de retour et qui a des paramètres. Une fonction sans valeur de retour, donc c'est une fonction qui retourne void. Donc, void signifie vide, ne retourne rien. Et avec bien sûr les arguments. Et on a des fonctions sans argument et avec valeur de retour et des fonctions sans valeur de retour et sans argument, donc void, le nom de fonction void. Donc, on peut bien sûr définir 4 types de fonctions selon la syntaxe suivante. C'est bon, donc ça c'est grosso modo concernant la définition d'une fonction, donc comment on va définir une fonction. Donc, concernant la déclaration, donc, surtout si la fonction bien sûr arrive après le programme principal, du coup, il faut la déclarer pour que le programme principal, bien sûr, savoir de quoi s'agit-il donc cette fonction. Donc, la déclaration s'effectue de la façon suivante, de la manière suivante. Donc, le type de retour, le nom de fonction, je mets donc entre parenthèses les types. Donc, type 1, type 2 jusqu'à type n. Donc, par exemple, si on a par exemple la fonction max, donc on va mettre bien sûr int max, int. Donc, parce que la fonction elle a bien sûr les arguments, donc elle a 2 arguments
donc, de type int. Donc, concernant l'appel, donc il faut bien sûr faire l'appel pour l'utiliser, pour l'exploiter et pour pouvoir bien sûr utiliser les services offerts par la fonction, il faut faire l'appel bien sûr à la fonction. Donc, l'appel s'effectue de la façon suivante. Donc, je mets le nom de la fonction et après, je mets bien sûr les paramètres entre parenthèses. Paramètre 1, donc ça dépend du nombre de paramètres de la fonction. Donc, concernant donc, une remarque qui est très importante, donc il faut bien sûr respecter l'ordre et le type des paramètres effectifs de la fonction, de la fonction dans l'appel, donc bien sûr avec les paramètres effectifs. Donc on fait l'appel bien sûr avec les paramètres effectifs et on définit la fonction avec bien sûr les arguments, les paramètres formels. C'est bon, donc ça c'est grosso modo concernant donc la fonction. Oui, Nawal. Oui, Nawal. Monsieur, Oui. Monsieur, dans les types d'arguments, est-ce qu'elle doit avoir le même type de la fonction? Les types, oui. Mais Les mêmes types de la fonction. mais les noms des variables, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Si la fonction est int, alors les variables sont int. Si la fonction est double, les variables sont doubles. Bien sûr. Il faut faire l'appel D'accord, avec le même. merci, monsieur. C'est bon, et le même ordre. Si on a int, float, char par exemple, il faut respecter l'ordre dans l'appel de la fonction. C'est bon? Okay. Oui, c'est bon. Donc, concernant, donc on a des remarques. Donc, on sait une fonction ne peut retourner qu'une valeur au plus. Donc, on ne peut pas, bien sûr, retourner plusieurs valeurs avec une fonction. Le type de la fonction doit être le même que celui de la valeur retournée. Donc, il faut ici, bien sûr, dans la définition, donc je reviens à la définition de la fonction. Donc, le type ici, il faut que le même que la valeur retournée ici. Donc, il faut bien sûr le retourner. Donc, une fonction qui a le type de retour int, il va retourner bien sûr une valeur entière. Le type réel, donc il va retourner bien sûr une valeur réelle et ainsi de suite. Donc, il faut bien sûr le même type que la valeur de retour. Bien sûr, donc pour la fonction qui va appeler bien sûr la fonction, donc soit la fonction principale, soit d'autres fonctions, donc il doit stocker bien sûr le résultat retourné par l'autre fonction dans une variable de même type. Donc si on a par exemple la fonction retourne une valeur entière, il faut bien sûr déclarer une variable de type int pour bien sûr pouvoir stocker le résultat bien sûr de la fonction. C'est bon. Et on peut bien sûr trouver des fonctions qui ne retournent rien. Donc, c'est le type void, c'est-à-dire vide. Donc, void main, void affiché bonjour. Donc, void affiché bonjour, on peut définir cette fonction. On peut tout simplement afficher un message. Donc, un message bonjour. Donc, c'est-à-dire, il ne retourne pas de valeur, mais il affiche un message. Il y a des fonctions qui réalisent des modifications sur des paramètres, mais ne retournent rien. Donc, on peut les définir comme void. C'est bon. Donc, ça, c'est grosso modo, bien sûr, concernant les fonctions. Donc, on a la définition, la déclaration et, bien sûr, l'appel de la fonction. C'est bon. Donc, ici, on a un exemple donc, dans lequel on va, bien sûr, faire la déclaration, la définition, l'appel de la fonction. Donc, ici, on a la fonction puissance qui va bien sûr calculer la puissance d'une variable, donc x à la puissance n par exemple ici. Donc la déclaration de la fonction s'effectue de la façon suivante. Donc je mets C, le type de retour, le nom de la fonction, et je mets bien sûr les types entre parenthèses. Donc les types de la fonction, c'est donc double et int. Donc concernant la définition, donc ici, on a la fonction qui retourne bien sûr un réel. Le nom de la fonction, c'est puissance. Et bien sûr, les paramètres. Donc, on a ici double x et aussi on a int n. Donc, dans la déclaration, il faut respecter bien sûr l'ordre des types. Donc, ici, c'est le double et ici, le int. Donc, concernant le corps de la fonction, bien sûr, on a déclaré ici une variable
de type double, c'est une variable locale à la fonction. Donc, il est défini à l'intérieur de la fonction. Donc sa vie est entre les deux accolades, ouvrante et fermante. On a déclaré bien sûr le i et et après, bien sûr, on va calculer bien sûr la puissance y égale à 1. Et après, donc, on fait une boucle for y égale à 1 jusqu'à n. Donc, y reçoit y fois x. Donc, y, dans la première fois, elle reçoit x. Et après, x au carré, x2, x3, jusqu'à x à la puissance n. Donc, on va calculer bien sûr la puissance de x. Et vous voyez ici, retourne y. Donc, le type de retour, c'est le même type de la fonction. Donc, ici, on a double puissance. Donc, on a déclaré une variable de même type qui va, bien sûr, stocker le résultat, bien sûr, renvoyé par la fonction. C'est bon. Et après, concernant l'appel de la fonction puissance, donc on va faire l'appel, bien sûr, dans la fonction principale. Donc, ici, on a déclaré la variable A et la variable B. Donc, les variables A et B, ce sont des arguments effectifs. Et concernant x et n, ce sont des arguments formels. Donc, x et n sont exploités pour, bien sûr, décrire le comportement de la fonction. Et concernant le AB, ce sont des arguments donc, exploités pour faire l'appel à la fonction puissance. C'est bon, donc on va faire l'appel ici avec A et B. Donc, les gens qui lèvent la main, donc, vous avez la parole. Et pourquoi on a écrit int main? Parce que int main, c'est une fonction qui retourne un entier, tout simplement. C'est bon, ça, int, c'est la valeur de retour. Mais main tout court, ça ne peut pas retourner la valeur. Oui. D'accord. On peut ajouter retourne 0 à la fin, c'est bon. Oui, Tamega. Oui. Oui, vous avez une question? C'était par rapport à int main. Int main, donc, c'est une fonction. La fonction main, c'est une fonction parmi les autres fonctions. Si je mets ici int, c'est-à-dire elle va retourner un entier. Et c'est bien sûr la fonction main. Donc, on peut ajouter ici retourne 0 pour int. C'est bon? D'accord. Mais souvent, on peut faire, par exemple, void main, etc. C'est bon. Donc, on va essayer de voir donc, cet exemple sous le logiciel. C'est bon? OK, donc je vais partager avec vous, bien sûr, le... OK, donc ici, on va essayer d'exécuter cet exemple. OK, donc on va ajouter ici la bibliothèque. Donc, ici, donc, dièse include studio H. Bon. Après, la définition de fonction. OK. Égal à, donc, etc. C'est la définition de la fonction. Donc, et après, donc, on va utiliser la fonction, la fonction principale. C'est bon. Et donc, retourne 0, par exemple. C'est bon, donc on va essayer d'exécuter. Donc ici, c'est l'appel, mais ici, dans cet exemple, on peut bien sûr enlever l'appel, bien sûr, de la fonction. Tout simplement parce que la définition de la fonction arrive avant, bien sûr, la fonction principale. C'est bon. Donc, on peut exécuter ici. OK. stdio. Ici, on a un problème dans la bibliothèque. stdio.
C'est bon, donc on a ici la valeur, bien sûr, de la fonction. C'est bon. OK, donc on revient donc à notre cours. OK, notre exemple. OK, donc maintenant, on va parler donc des variables et de transmission des paramètres. Donc, on a la notion des variables globales. Donc, les variables globales, ce sont des variables qui sont publiques, donc qui sont bien sûr déclarées en dehors de toute fonction. Donc, en général, elle est déclarée immédiatement derrière, bien sûr, les dièses include, derrière les bibliothèques. Monsieur, on n'arrive pas à vous entendre. Oui, donc j'ai un problème, donc je vais essayer de régler le problème. Et là. Je vais redémarrer là, donc j'ai un problème. Est-ce que vous m'entendez maintenant?